Donc en fait, moi, mon propos, je pensais le situer sur effectivement libre et durable. Libre, pour ceux qui ne me connaissent pas, au sens de open, ouverture, diffusion des connaissances. L'esprit Wikipédia, donc c'est un peu l'icône que j'ai mis en bas à gauche. Et à droite, j'ai mis Lego, parce que tous les travaux que j'ai fait depuis 10 ans, c'est vraiment dans cette logique de faire, par l'exemple, et de diffuser les connaissances. Donc c'était une logique de do it yourself, avec la diffusion libre des connaissances, et c'est ça que je fais depuis 10 ans. Alors, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est des choses assez concrètes pour illustrer tout ce qui a été dit avant sur le partage, effectivement. Je voudrais vous montrer que ça bouge et que c'est en train de se passer, mais que c'est pas seulement dans l'économie, c'est aussi dans la production, dans la consommation, dans la recherche. Je parlais du cancer tout à l'heure en écho avec Pierre Paolo, et de tout ce qu'on est en train de fabriquer pour ouvrir la connaissance à tous les citoyens. Alors avant ça, je n'ai pas pu résister à mettre cette image en haut à gauche, là, pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est un clin d'œil pour Tristan, là, qui parlait du Népal, parce que je viens de revenir en fait de l'Himalaya, donc j'ai arrivé dimanche, d'où le bronzage que vous voyez. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait, j'ai découvert là-bas, bon, vous savez, 5000 mètres d'altitude, etc., un mois de trekking, vous voyez le genre d'expérience que ça peut représenter. Enfin, je pense que toi, Tristan, tu vois ce que ça veut dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que là-bas, j'ai rencontré des gens, si vous regardez bien sur l'écran, vous verrez au fond, il y a un monastère. C'est un monastère qui est vieux de plusieurs milliers d'années. Ce sont des gens qui vivent avec absolument rien. Il y a 40% d'oxygène en moins là-haut, donc vous avez un mode de vie qui est très très difficile. Il n'y a pas quasiment de nourriture, c'est du lait de yak, de l'orge, et puis il n'y a que 4 mois dans l'année où on peut sortir, et le reste du temps il fait moins 30 degrés, et les gens vivent en se chauffant avec de la bouse de vache. C'est la seule chose qu'on peut brûler, parce qu'il n'y a pas d'arbres, comme vous le voyez. Et ce sont des gens, c'est le berceau du bouddhisme. C'est là-bas qu'habite le Dalai Lama. Et je suis tombée par hasard sur un petit livre qui était écrit par une dame, une ethnologue, qui s'appelait Ancient Futures. Ça veut dire les futurs anciens. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette dame a gagné le prix alternatif Nobel, l'équivalent. Et elle écrit dedans que ce que nous sommes en train d'inventer ici, avec Inspire, avec le développement durable, etc., ces gens le font depuis 4000 ans. Voilà. Et j'ai pris ce livre en me disant c'est quand même incroyable de tomber sur un truc pareil, dans un trou paumé pareil, où les conditions de vie sont proches en fait de la survie. Voilà, donc ça simplement c'est pour, je dirais, illustrer un peu la sérendipité. Et par ailleurs, je précise que mon propos se situe plus un peu comme celui de Tristan, puisque moi-même je suis une ancienne de l'entreprise. J'ai passé 15 ans dans les grandes entreprises à être en direction générale. Et depuis 10 ans, donc j'ai monté cet incubateur de projet qui s'appelle Angenius. Et sa particularité, c'est que dedans, il n'y a que des gens qui sont des conspirateurs positifs, c'est-à-dire des gens comme moi, comme Mathieu. On monte des projets pilotes, et quand on a réussi à faire quelque chose, que ça marche ou que ça rate, là, je reprends bien volontiers le propos de pugnacité de Tristan, que ça rate ou que ça marche. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on diffuse les recettes pour que tout le monde puisse s'en servir. Et c'est comme ça que dans mes labos, il y a 10 ans, on a accompagné les gens qui ont inventé les wikis, qui ensuite ont donné les Wikipédia, etc. Voilà pour l'entrée en matière. Donc maintenant, je vais accélérer un petit peu pour vous donner des exemples concrets. Puis il y aura des questions-réponses peut-être tout à l'heure. Premier exemple de ce qu'on a incubé à l'époque, c'était en haut à gauche, BedZ, premier écoquartier du monde qui a été conçu ex nihilo par deux utopistes, à l'époque une infirmière et un biologiste, pour démontrer qu'on pouvait vivre de manière durable sans retourner à l'âge de pierre. Empreinte écologique réduite de moitié, 82 logements, 250 habitants, tout le monde est content et ça coûte pas plus cher. Aujourd'hui, avec les travaux d'incubation qu'on a menés, puisque je pollinise les idées avec cette démarche d'ouverture, on est passé à plus d'1 million de logements dans le monde qui sont inspirés de cette méthode. En bas à droite, vous avez Los Angeles, c'est une ville du Nord-Pas-de-Calais qui commence à être assez connue comme l'un des pionniers du développement durable. Même topo, on a fait le même travail d'interprétation, de diffusion, d'open source, etc. Et aujourd'hui, la ville de Los Angeles, avec 10 000 habitants, a été classée au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO comme la première réalisation concrète d'une sortie du post-industriel. Et donc c'est vraiment, là je peux vous raconter toute l'histoire. On a vraiment tout documenté, tous les codes sources sont là. On a expliqué comment on fait une ville durable en partant de zéro. Il faut savoir que cette ville est la plus pauvre du Nord-Pas-de-Calais et qu'elle est à 10 km de chez Marine Le Pen et que le maire se fait réélire à chaque fois à 82%, voire plus. Donc ça prouve qu'il s'est passé quelque chose. Suivante, alors tu en as parlé, donc je ne vais pas m'alourdir là-dessus, c'est l'économie du partage. Donc vous le savez, depuis 2008 à peu près, il y a tous ces nouveaux modèles, KissKissBankBank, crowdsourcing, Airbnb et compagnie. Bon, tout ça c'est en train de se passer, mais la bonne nouvelle c'est que les jeunes, quand on prend des jeunes de 15 à 35 ans et qu'on fait une sorte de sondage, on se rend compte que plus de la moitié d'entre eux souhaitent vivre de cette manière-là et sont déjà en train de le faire. Vous connaissez certainement WeShare, Anne-Sophie Novel, etc., donc je ne reviens pas là-dessus, mais c'est vraiment une révolution et elle est en train de se passer pour des raisons pragmatiques, c'est parce que ça coûte moins cher,
et que grâce au web, c'est possible de faire des échanges avec des gens que vous ne connaissez pas grâce à votre identité numérique. Donc ça, je reparlerai, c'est vraiment une transformation profonde qu'on est en train de documenter avec des gens qui font des recherches à Harvard, Berkeley, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se produire sous nos yeux. Donc aujourd'hui, vous pouvez, avec ces modèles-là, partager votre logement, votre perceuse, votre voiture, votre repas, etc. Deuxième révolution dans le même esprit, c'est que le partage est en train maintenant d'attaquer la production de biens. Cette vidéo, je vous la conseille si vous ne l'avez pas déjà vue, c'est une vidéo sur TED où un fermier, qui était au départ un doctorant en physique nucléaire, a littéralement hacké sa ferme et donc il a mis en ligne, en open source, toutes les recettes pour fabriquer tous les instruments de sa ferme qui tombaient en panne auparavant. Donc il y a un tracteur, il y a un four à pain, il y a un machin pour faire des briques, etc. Donc ça c'est le do-it-yourself, sauf que là on n'en est plus à bricoler du Wikipédia avec des pages sur Internet, on en est à fabriquer du hardware. Donc des machines aussi compliquées que des tracteurs. Ça, c'est donc pour la partie plus gourou. C'est Chris Anderson, que vous connaissez certainement, l'auteur de La Longue Traîne, qui a dit que la prochaine révolution, la nouvelle révolution, dit-il, c'est les makers. C'est les gens qui, comme ce gars qui a fait ses tracteurs, vont commencer à partager les recettes pour que tout le monde puisse fabriquer ces objets. Donc ça aussi, c'est en train de se faire, et ça va de pair avec les Fab Labs et tout ce genre d'endroits où vous fabriquez en commun, en pair à pair, des objets. Un exemple ici, c'est la Wikicar, Wikispeed. C'est une voiture qui a été fabriquée en collaboratif par 40 bénévoles en 3 mois. Cette voiture ne consomme que 2,3 litres au 100 et a des performances de sécurité et de vitesse tout à fait comparables, même supérieures à celles de l'industrie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette voiture est mise à jour tous les 7 jours, comme on fait sur Linux ou Ubuntu. Donc tous les 7 jours, les gens postent leurs améliorations, dans les freins, dans les embrayages, dans les amortisseurs, etc. Et cette voiture, d'ailleurs, se vend aujourd'hui 25 000 €, ce qui prouve qu'on peut aussi faire du business et gagner de l'argent quand on fabrique du bien commun. Troisième révolution, qui pour moi est la plus importante, c'est ici François Tadei, que vous voyez au milieu de l'écran. François est un polytechnicien un peu dévoyé, c'est un conspirateur positif également. Il a quitté le Polytechnique parce qu'en gros, les ingénieurs, ça le gonflait. En gros, les ingénieurs cherchent des solutions, enfin, ne s'intéressent qu'aux solutions. Et lui, il voulait chercher. Donc, il est devenu chercheur à l'INSERM. Il s'est fait connaître en 2006 parce qu'il a gagné le prix du meilleur chercheur européen. Et son travail a porté sur les bactéries. Et c'est là que je vais faire le lien avec Pierre Paolo tout à l'heure. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé sur les bactéries et sur leur capacité d'accélération, en se demandant mais comment est-ce qu'elles font pour toujours arriver à survivre aux antibactériens qu'on leur balance. Comment est-ce qu'elles font pour s'adapter tout le temps? Et donc il a étudié une race particulière de bactéries, et on va dire, pour simplifier le propos, qu'il leur a administré un protocole où la première fois, par exemple, il faut courir plus vite. Le second protocole, il faut avoir des poils parce qu'il fait froid. Le troisième protocole, il faut avoir... je ne sais pas, il faut manger plus vite parce qu'il y a peu de nutriments, etc., etc. Donc toute une série d'expériences pour tuer les bactéries. À la fin, il ne restait qu'une seule série de bactéries. Et cette bactérie, en fait, il a isolé le gène qui leur permettait de s'adapter. Et vous devinez donc certainement ce que c'est que ce gène. C'est le gène du partage. C'est-à-dire que ces bactéries avaient appris à apprendre, elles avaient appris à désapprendre, et dès qu'elles avaient pigé un truc, elles le filent à toute la colonie. Ce qui fait que le temps que l'antibactérien fasse son effet, il y avait déjà des bactéries qui avaient muté. Et c'est pour ça qu'au bout du 10e protocole, c'était toujours la même qui était présente. Elle avait ce gène d'adaptation et de partage. Donc partant de là, François est devenu le chercheur pour moi le plus intéressant au monde en matière d'intelligence collective, parce qu'il a adapté ses travaux de recherche aux colonies humaines, notamment dans l'Internet, sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a travaillé ensemble, donc depuis maintenant près de 18 mois. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a comme ça remis à plat ce que c'est que l'intelligence, en partant du principe que c'est le partage. Je n'ai pas le temps de vous faire toute la théorie, mais on arrive à démontrer que l'humain, à l'inverse des animaux qui ont des principes de type comme le caméléon qui s'adapte pour la couleur, les humains, c'est l'intelligence qui permet de s'adapter, donc c'est l'information. Je pourrais en revenir là-dessus, mais le principe darwiniste chez nous, c'est l'information. Je vois, il faut que je me dépêche, donc je vais accélérer un petit peu. Alors voilà un exemple de ce qu'on fait avec François maintenant, toujours dans l'esprit du partage. On a attaqué ce qu'on appelle les sciences citoyennes. Vous avez tous un portable, il y en a 6 milliards dans le monde. Ici, on a bricolé avec une petite lentille optique qui vaut 15 €. Et avec ça, vous avez un laboratoire aussi efficace qu'un microscope de 350 000 €. On a fait la même chose avec des pacemakers. Normalement, ça coûte des milliers d'euros pour voir ça, pour réguler votre cœur. On a fait un petit truc très simple sur portable, ça coûte 10 €, etc., etc. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on bidouille, on hack, en fait, les appareils pour permettre aux gens de faire des sciences citoyennes.
Et avec ça, aujourd'hui, on a des gens en Indonésie, dans les pays pauvres, qui vont essayer de suivre leurs parents pour savoir s'ils ont attrapé la malaria, le paludisme, etc. Un autre exemple du même genre ici, c'est comment, en Floride, ils ont réussi à suivre l'évolution de la marée noire dans le golfe du Mexique, à l'époque, avec un bidouillage ici, donc c'est du hacking avec des ballons. Et ce que vous avez en dessous, là, c'est un appareil photo qui prend des photos de manière automatique toutes les 5 minutes, par exemple. Et les gens courent le long de la plage avec ce système. Et ils ont comme ça réussi à cartographier toute la côte pour identifier où partait la marée noire. Science citoyenne extrêmement utile dans ce cas particulier. Un autre exemple que je donne ici qui est intéressant, c'est les aventuriers à Paris. C'est un exemple où, avec François, on a installé à l'époque un dispositif de recherche avec des fourmis dans une école primaire, avec des gamins de 8 à 12 ans. Comme ça, on les occupe pendant les 1h30 où ils n'ont rien à faire. Et en fait, les gamins ont commencé à faire de la recherche. Ils ont observé des trucs tellement étonnants que du coup, aujourd'hui, ce sont des chercheurs de Stanford et des États-Unis qui viennent nous voir pour récupérer les données. Et donc maintenant, on a repris ce projet. Donc en haut, vous voyez, c'est Ansour, qui est la prof qui a fait ça. On prend maintenant 21 doctorants, on en a mis un par arrondissement à Paris, un dans chaque école, qui est en train de mettre en place des protocoles de recherche avec les professeurs pour occuper les gamins pendant la pause de midi. Et du coup, les chercheurs se retrouvent avec des données directes d'observation qui sont remontées par les enfants. Et on peut faire ça aussi bien avec la NASA, c'est ce qui se passe actuellement. On le fait en robotique, on le fait avec le cancer, on le fait avec l'autisme. On est en train d'attaquer les maladies immunes du genre polyarthrite. Donc c'est pour vous dire que même pour le cancer, on a aujourd'hui des données qui sont assez uniques, parce que quand les gamins, vous les équipez et que vous avez les patients qui sont en direct en observation par les enfants, vous avez des observations beaucoup plus concrètes et précises que quand il faut aller au laboratoire d'oncologie une fois tous les 3 semaines. Voilà, donc pour terminer maintenant, ce que je voudrais simplement dire, c'est, là je pense que je n'ai pas le temps de détailler, ce sera peut-être pour les questions. Forcément, avec mon passé de direction générale d'entreprise, je me suis intéressée au modèle économique qu'il y a derrière tout ça. Là, ce que je vous ai mis, c'est 2 TED Talks qui montrent la nouvelle économie, sur quoi elle est fondée, cette viralité. C'est d'une part fondé sur ce qu'on appelle le Power Law, donc c'est la courbe qui est là, dans lequel on se rend compte que sur des contributions comme par exemple mettre des photos sur Flickr, on se rend compte que la moyenne, par exemple, c'est 80% des gens mettent une photo, voire une photo et demie en moyenne, mais la moyenne est beaucoup plus élevée parce que vous avez 1 ou 2% des gens qui vont mettre 300 photos. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de capturer le head à gauche, ceux qui contribuent beaucoup, mais c'est également d'arriver à attirer les 80% qui ne mettent qu'une photo. Et c'est ce que permet aujourd'hui le Web 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vraiment attirer des tas de bénévoles, et je pense qu'Inspire est un peu fondé sur ce principe-là. Ces gens-là ne font pas partie de l'organisation, mais ils contribuent énormément. Et donc il y a une nouvelle économie qui se fonde là-dessus, et c'est ça qui permet d'expliquer les succès des Twitter, des Yahoo, Facebook, etc. Et la seconde chose, c'est les tribus. J'ai pas le temps, mais la clé, c'est vraiment cette histoire de tribus, de trouver des gens qui vont être des chefs de tribus et qui vont emmener avec eux des groupes d'affinité. Et là, on n'est plus dans un modèle marchand, et c'est ma dernière slide. Voilà. C'est que dans ces travaux, on a donc documenté une vingtaine d'études de cas de succès bien connus aujourd'hui. Et on démontre que l'ancienne économie qui était fondée sur le carbone et la monnaie, le carbone, c'est les objets matériels, donc vous pouvez prêter votre voiture, votre maison, ou l'argent, donc ça c'est les 2 anciens flux, sont en train d'être remplacés dans ce nouveau modèle par les 3 nouveaux flux qui sont la confiance, l'émotion et la connaissance. Et donc nous, actuellement, on travaille sur des modèles qui, d'ailleurs, se rapprochent de ce qu'on disait dans la voiture, des monnaies complémentaires. Et on se rend compte aujourd'hui que ces 3 nouveaux flux permettent, en fait, d'engendrer la tribu, de commencer à amorcer la long tail, que je vous ai montré juste avant. Et après, donc, vous allez créer de l'argent et un modèle économique. Donc si vous avez des questions, j'imagine que vous en avez pas mal, je pense que je peux les prendre maintenant ou pendant la dernière heure. Voilà. Merci.